Transformons les carnets, si on continuait juste là. Encore un tout petit peu sur Jacques Roubaud, mais Jacques Roubaud, c'est bah oui, tellement de livres, quelqu'un qui a tellement compté dans mon parcours. Et là, me revenait une image. Alors, cette image, on est c'est le soir, on est dans un salon. Il y a des sièges un peu partout. Moi, je suis sur un canapé. À côté de moi, il y a un gars, là, Frédéric Fortet, là, qui vient de sortir un bouquin chez Paul. D'ailleurs, il ne me l'a pas envoyé, donc c'est pas grave. Et là, je vois sur ma gauche, il y a Paul Fournel. Il y avait Benabou aussi, qui aurait plutôt été par là. Là, au fond, lui, c'est facile, parce que c'est une espèce de grand gabarit, Hervé Le Tellier. Et je revois, on lui avait donné un fauteuil. Il était assis sur ce fauteuil déjà plus haut que les autres, et comme il est très grand, moi, c'était là, de la dizaine de personnes qui étaient ici, celui qui était là le plus grand, en arrière. Et je me souviens qu'il souriait. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'il souriait? Ça voulait dire que de toute façon, il était content d'être là, que de toute façon, il était content que je sois là, et que, à la limite, c'était pas très grave ce que je disais, ni ce qui se passait. Mais bon, quand même, quand il envoie après sa petite flèche, là, ça tape direct, veut dire tout était amical. Alors, quand c'était moi, j'arrive pas à me rappeler les années. Alors, jusqu'à une certaine limite de temps, je cherche sur l'ordi, j'ai entré Oulipo dans l'ordi. Et j'ai trouvé 22 avril 2013, confirmé par le fait que cette année-là, c'est juste après ce mois de mai-juin là, que j'avais eu cette info là, de candidater pour l'école d'art de Cergy. Je m'étais dit pourquoi pas. Donc après, il y a eu ce grand rail là, sur 5-6 ans. Et cette année-là, on faisait des ateliers d'écriture à Sciences Po. Et je me souviens que j'étais aux mêmes heures que Paul Fournel. C'était marrant, parce que Paul Fournel t'entendait ça, rigolait, ça applaudissait. Moi, je n'avais pas la même ambiance. Ça se comprend. Et je vois trace là que le mardi d'avant, donc c'était un lundi, et que le mardi d'avant, j'ai 9h30, Paul Fournel, café, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avant les ateliers au bistrot pour prendre un café ensemble, et il m'avait donc invité à une réunion de l'Oulipo. Et dans Jacques Roubaud, c'est qu'il y a une grosse partie de bouquins, là maintenant, publiés chez Fiction et compagnie au Seuil, donc poésie mathématique que j'ai parlé, Le Grand Incendie de Londres, qui est un petit peu le grand projet d'ensemble début des années 60. Et on a un autre, que j'ai seulement en numérique, qui s'appelle la bibliothèque de Warburg. Alors la bibliothèque d'Abbé Warburg, vous savez, c'est légendaire à Hambourg. Donc une bibliothèque organisée sur le statut des bons voisinages. Tel livre appelle une affinité avec tel autre. Rien d'autre. Qu'est-ce que donne ce principe de classement? Et Warburg, surtout, a aussi imaginé, est-ce qu'on peut faire une bibliothèque du savoir humain, des curiosités humaines et des projections humaines avec des images? Alors il avait pensé, je crois, 40 grands ensembles, chacun tenant un plein mur et rassemblant, est-ce que c'est chacun ou au total un millier d'images? Et est-ce qu'avec ces grands 40 ensembles, chacun rempli d'images, on pouvait avoir une sorte de tableau synoptique de la curiosité humaine? Ça n'a pas survécu à la vague de nazisme. C'est que Warburg donc, a obtenu que sa bibliothèque soit transférée à Londres, et c'est devenu l'Institut Warburg, qui est une sorte de bibliothèque de recherche. Et le livre de Jacques Roubaud, est-ce qu'il s'appelle
la bibliothèque Warburg. Non, il s'appelle la bibliothèque de Warburg. Et son livre, donc en fiction et compagnie, qui s'intitule La bibliothèque de Warburg, il commence par une scène incroyable. C'est-à-dire, Warburg, alors maintenant, par exemple, Georges Didier Huberman a fait un travail considérable sur tous les enjeux de pensée de cette bibliothèque, mais Roubaud, il savait qu'existait, il dit même la personne qui lui en avait signalé l'existence, et c'est ça qui est important, l'imaginaire des bibliothèques. Et quand l'imaginaire d'une bibliothèque peut remplacer ce qu'est pour toi ta bibliothèque, ou du moins quand tu appréhendes la quantité limitée de ta bibliothèque par la construction d'un imaginaire de bibliothèque. Et là, je pars en funambule, je ne sais pas trop où ça va, j'ai le livre devant moi, sur l'iPad, mais tel que c'est là, je sens que ça glisse, j'aurais voulu être plus sage, mais continuons. Donc, Roubaud cherche dans les librairies, commandé en librairie. Alors, on est dans des temps quand même avant Internet, mais ça ne change rien, j'ai fait l'expérience. Ce livre d'un professeur Gombrich qui a établi une biographie de Aby Warburg. Et c'était le seul livre qui existait qui décrivait la naissance, l'organisation, le rêve, le projet de Warburg, ce livre de Gombrich, biographie de Aby Warburg. Et il arrive à là, la seule piste qu'il a, c'est qu'à Londres, à l'Institut Warburg, on vend ce livre. On ne le trouve nulle part dans le commerce, il n'est pas accessible nulle part en librairie, on le trouve nulle part dans les grandes bibliothèques auxquelles lui, il a accès, mais alors il écrit à l'Institut Warburg, il n'a pas de réponse, il réécrit de façon insistante, il n'a pas de réponse. Donc Roubaud, lors d'un séjour à Londres, se décide à aller à l'Institut Warburg, et voilà le début de son livre. Il y a la personne à l'accueil, et puis quelqu'un là qui vient des hauts de la bibliothèque, qui amène l'exemplaire, et puis qui n'est pas contente parce que ça l'a dérangé dans son travail. Puis qu'est-ce que c'est cette idée de vouloir acheter ce livre là, on se préoccupe même pas là qu'il soit en vente. Ça fait rien. Il a le livre, il remercie poliment, au revoir. Et deuxième figure, il dit ah mais quand même. J'y suis allé, cette fille-là qui n'était pas contente que je la dérange, j'ai quand même eu le livre, peut-être ce serait bien que j'aille visiter l'Institut Warburg. Il y a une salle de lecture, moi je suis enseignant de mathématiques, je ne suis pas enseignant littérature ou chercheur en littérature, mais on va me donner le droit. De toute façon, c'est le principe de Warburg. La salle de lecture est ouverte à tout chercheur, tout curieux. Il dit, je vais aller m'installer une journée là, dans la salle de lecture de l'Institut Warburg, et c'est là que je lirai la biographie de Warburg par Gombrich. Et il arrive, il re-rentre, il revoit la même dame, et là, il se dit, oh là là, non. Et il part à la British Library lire son livre tranquillement. Voilà le début de la bibliothèque de Warburg. Après, ça parle de Warburg et de la bibliothèque de Warburg? Non, plus rien. Alors, la bibliothèque de Jacques Roubaud, vous savez qu'il y a, à l'opposé, un autre truc légendaire, c'est chez Georges Perec, espèce d'espace pensée classé, l'infra-ordinaire. À un moment, il y a ça. Il parle de son ami Jacques Roubaud, qui habite déjà rue d'Amsterdam, près de Saint-Lazare. Et que là, dans sa petite chambre, il y a un lit, une place, c'est austère, et que le seul endroit pour stocker des livres dans la chambre de Jacques Roubaud, ces années-là, c'est sous le lit. Et que Jacques Roubaud, qui dénombre et qui compte, a compté que sous le lit, il peut installer 365 ouvrages. Et qu'à condition, là, quand tu es sur le lit, de savoir si c'est plutôt au pied dessous, ou plutôt à la tête, ou plutôt à gauche, ou plutôt à droite, ben finalement, tu arrives à retrouver ces livres quand tu en as besoin. Mais le paradoxe donc de la bibliothèque de Jacques Roubaud, avec les 365 livres qui sont sous le lit, c'est que si tu veux
rajouter un livre, eh bien, il faut en éliminer un autre. Donc le concept là de la bibliothèque effective de Jacques Roubaud, ces années-là, dans une petite chambre située haut dans les étages, pas très confortable, rue d'Amsterdam, derrière la gare Saint-Lazare, c'est 365 livres et elle est plus ou moins stable, mais si tu veux ajouter un ouvrage, t'en enlèves un autre, un imaginaire de bibliothèque. Et ce qui m'avait, là, je vais revenir à l'Oulipo, vite. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que dans la vie de Jacques Roubaud, cette idée de la bibliothèque, dans le grand incendie de Londres, elle est permanente. La liste des livres cités dans mathématiques, la liste des livres situés dans poésie. Là, hier, j'étais donc dans les archives de la revue Change, cette archive numérique, là, avec les 41 numéros de Change sur 15 ans, l'ensemble des poètes évoqués par Jacques Roubaud, c'est encore une bibliothèque. Là, toutes ces mini-biographies là, qui sont hallucinantes dans ce livre, qui est culte aussi, L'abominable tisonnier de John McTaggart et Alice McTaggart, c'est un imaginaire de bibliothèque, sauf que là, c'est plutôt celui de la British Library. Mais parlez à quelqu'un de votre respect pour Roubaud. « Ah, mais je l'ai vu à la BNF avant-hier !» « Ah, mais il était à la BNF, là, à sa place préférée, avec un petit peu de soleil qui tombe par côté de la vitre, là, dans le grand sous-sol, la salle des chercheurs. » Mais Jacques Roubaud passe sa vie dans des bibliothèques. Pas passe sa vie, puisqu'il y a toutes ces marches, etc. Donc la bibliothèque de Jacques Roubaud, c'est la somme des bibliothèques dans lesquelles il se rend, qu'il va visiter. Là, dans la bibliothèque de Warburg, ça commence dans l'Illinois. Et dans l'Illinois, il y a telle ville, il y a telle bibliothèque, il se rend pour telle raison, là, pour tel poète, dans cette bibliothèque, il s'y installe pour lire ça. Et donc le chemin, le trajet vers la bibliothèque. Donc la bibliothèque de Jacques Roubaud, c'est pas là ce qui l'entoure. C'est le même mot, library, en anglais, pour moi, c'est plus fort. La bibliothèque de Jacques Roubaud, c'est la somme des bibliothèques dans lesquelles il s'est rendu, ou peut se rendre, ou alors il s'est rendu, mais n'a pas visité, comme justement la bibliothèque de Warburg, la salle de lecture et les accès là, publics des rayonnages à l'Institut Warburg à Londres. Et c'est une bibliothèque infinie parce que la BNF, la British Library, cette bibliothèque-là dans l'Illinois ou à Chicago pour l'art, etc., c'est sa bibliothèque en tant qu'il a pu aller y travailler et lire des livres. Et, tandis que pour moi, c'est évidemment dans des silos qui sont là dans le garage, là au-dessus dans le séjour, là. Puis des bibliothèques, on est plusieurs personnes, donc chacun a ses livres. Des fois, il y a des livres, on a les mêmes livres dans chacune des bibliothèques des différentes personnes qui sont ici. Mais là, c'est une bibliothèque de travail, mais j'ai cette accumulation arbitraire, en plus des livres qui ont souffert, qui sont usés, qui sont abîmés, un bouquiniste en voudrait pas. Et par contre, je me sers énormément du numérique, de l'accès à tous les silos d'informations. Pour Rabelais, tiens, aller à Numélio, ainsi de suite. Voilà, cette question-là de la bibliothèque, Roubaud l'ouvre dans sa bibliothèque de Warburg. Arriver à l'imaginaire de la bibliothèque par la biographie de celui qui a la biographie de Warburg par ce professeur Gombrich qui a fait, en somme, l'anthropologie ou l'archéologie du rêve de bibliothèque de Warburg. Et ça, pour moi, c'est une dimension de Roubaud qu'il y aurait à travailler là-dessus. Alors, pourquoi aussi ma fascination là, pour ce livre, La bibliothèque de Warburg, c'est celui où Jacques Roubaud parle de l'Oulipo. Alors, c'est page 237, enfin non, de mon édition numérique, ça veut rien dire, mais on est environ là, dans le deuxième tiers du livre. Et il a parlé, il est revenu sur les troubadours, il est revenu sur son attachement à sa terre catalane, et puis tout d'un coup, l'Oulipo et l'art combinatoire. Donc l'Oulipo et l'art combinatoire, c'est justement
cet imaginaire des bibliothèques. Parler de l'Oulipo en seul lieu, etc., impose de commencer par un hommage à un des pères de la conception oulipienne de la littérature, Ramon Llull. Voilà qui est fait. Point. Moque-toi de nous, fiche-toi bien nous de notre poire, ça ira, tout le monde sera content. Le nom subit une métamorphose en 4 temps. Un nom inaugural, ouvroir de littérature potentielle, qui devient ou.li.po, puis un nom propre, Oulipo, devenu enfin véritable nom pour son propre compte, c'est-à-dire substantif susceptible d'adjectif oulipien, de transduction, translation en d'autres langues, l'américain créant oulipisme, un substantif, j'ai dit l'américain car l'Angleterre s'est pour le moment montré réfractaire à l'Oulipo, l'allemand, l'objectif oulipisch, et l'italien, un groupe imitateur, l'Oplepo, le nom premier n'étant plus alors que l'origine étymologique de ce qui n'a plus besoin, etc. En fondant l'Oulipo, François le Lyonnais et Raymond Queneau ne se doutaient pas, mais peut-être en étaient-ils intimement persuadés qu'ils allaient créer un nouveau groupe littéraire qui, 30 ans plus tard, eh ouais, mais il y a déjà 20 ans de ça, et déjà longtemps après leur mort est encore vivant, avant d'en venir à l'aspect propre, etc. En premier lieu, je noterai sa longévité. L'Oulipo a commencé en 1960, il est toujours vivace, et il l'est toujours. C'est un phénomène exceptionnel dans l'histoire de la littérature française, je ne sais ce qu'il en est d'ailleurs, etc. Histoire de la littérature, bon, je vais juste des tout petits samples pour en arriver à faire la boucle de mots roubaldiniens à mon invitation chez les Oulipiens, le 22 avril 2013, puis que je vous raconte un peu. Leur mot d'ordre est celui-ci. Tout ce qui a été fait jusqu'à nous est nul. Tout ce qui se fera après nous nous devra la possibilité même d'exister. Ce qui est bon dans le passé n'est que préfiguration de ce que le groupe va faire. Ce que le groupe propose définit ce qui sera bon à l'avenir. Le mode même d'existence du groupe amène sa destruction assez rapide par division, divergence, déviation, hérésie, trahison, exclusion. Pendant sa généralement courte vie, là il parle des groupes littéraires en général, les Pléiades, les classiques, les romantiques, les surréalistes, plus près de nous, bien oubliés aujourd'hui, moque-toi aussi, le groupe tel quel, c'est bien, etc. Le groupe de l'Oulipo n'est pas un groupe fermé, il s'étend par cooptation de nouveaux membres. Moi, j'ai jamais été coopté. Et pourtant, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, ne serait-ce que Fournel, Letellier, Roubaud, qu'est-ce que je me suis senti proche d'eux. Par contre, c'est vrai que cet univers, l'écriture à contrainte, tout ça, non, ça n'a jamais été mon truc. Alors là, on est dans @9, petit a, le groupe de l'Oulipo n'est pas un groupe fermé, il s'étend par cooptation de nouveaux membres. Petit b, nul ne peut être exclu de l'Oulipo. Petit c, en contrepartie, on n'a rien sans rien, nul ne peut démissionner de l'Oulipo, ni cesser d'en faire partie. Tu vois, de toute façon, ça aussi, j'aurais pas pu m'inclure dans un groupe comme ça, non. Petit d, il s'ensuit que quiconque a été membre de l'Oulipo le reste. Ceci implique en particulier, petit d', les morts font toujours partie de l'Oulipo. Ainsi, Luc Étienne, co-auteur de la méthode à mi-mille, inventeur du palindrome phonétique. Latisse, pataphysicien rigoureux. Albert-Marie Schmitt, 16e érudit. Marcel Duchamp, poète, fabricant d'objets utiles, inventeur de Rose, c'est la vie. Petit e, pour corriger ce que la dernière règle de trop contraignant, une exception a été prévue. On peut cesser de faire partie de l'Oulipo dans les conditions suivantes en se suicidant, mais devant huissier, qui constatera que le suicide de l'Oulipien considéré est selon ses dernières volontés explicites destiné à lui faire quitter l'Oulipo et retrouver sa liberté de manœuvre pendant le reste de l'éternité. 10. On voit aisément que ces règles, toujours respectées depuis la fondation, font de l'Oulipo quelque chose de fort différent du groupe surréaliste, par exemple. On continue. Alors, il reparle du groupe Bourbaki en maths. Puis ensuite, à petit 18, je ne poursuivrai pas beaucoup plus loin la comparaison de groupes. Il y a un truc, je veux maintenant énoncer le deuxième trait original. L'Oulipo n'est pas un groupe exclusivement littéraire. Plus précisément, l'Oulipo est un groupe littéraire qui se compose de 4 espèces de membres. Petit i, les premiers sont des compositeurs de littérature, prose, poésie, critique, qui ne sont pas des mathématiciens. 2, les seconds sont des mathématiciens qui
ne sont pas des compositeurs de littérature. Les membres du type 3 sont compositeurs de littérature et mathématiciens. Ceux du type 4 sont mathématiciens et compositeurs de littérature. Les types 3 et 4 sont distincts et étant pris ici au sens d'une succession hiérarchique, petit e, l'Oulipo est donc d'abord un groupe. Le but de l'Oulipo 22 est d'inventer ou réinventer des contraintes de type formel et les proposer aux amateurs désirant composer de la littérature. Et qu'est-ce que ça revient là maintenant avec tous ces trucs, les applications génératives? Éliminons tout de suite un premier malentendu possible. Il s'ensuit que les publications oulipiennes publiées sous son nom ou sous son autorité ne prétendent pas nécessairement au statut d'œuvre littéraire. La publication... Et voilà, j'y arrive. 28. L'Oulipo se réunit obligatoirement une fois par mois, ceci depuis la fondation. La réunion d'octobre 1991 sera la 372e. Donc, d'octobre 91 à avril 2013, tu prends 12 x 12, 144 moins 15, disons, puisque, enfin allez, 20, donc puisque on était en avril, donc tu ajoutes 120, donc probablement, quand Paul Fournel m'a invité à la réunion mensuelle de l'Oulipo, c'était la 492e. Chaque réunion a un ordre du jour sévère et immuable qui comporte nécessairement la rubrique création, c'est-à-dire la présentation pour discussion d'une contrainte nouvelle. Eh ben, c'était moi la contrainte ces jours-là. Alors, ce que m'avait dit Paul, tu viens et tu nous parles de ton site et de qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet. Bon, je peux pas dire que ça ait révolutionné la suite de l'Oulipo du point de vue de la présence web, mais quand même, c'était une belle soirée. Et je me souviens, donc je parlais, moi, tranquille, assis sur mon canapé, Frédéric Fortet à côté, Paul, Benabou, Le Tellier, et quelques autres. Olivier Salon, tiens, très impressionnant, Olivier Salon, physiquement, c'est pas le genre, du genre à sourire, mais seulement après, tu comprends qu'on est copains, quand même si là, sourit là, dans l'heure de discussion, regarde comme ça, et tu dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y avait Pascal Audin aussi, encore d'autres prolongements. Donc je leur parlais de qu'est-ce qu'on pouvait rêver avec nos outils numériques. Évidemment, je parlais aussi tout le temps, là, Roubaud, sur son grand fauteuil, là, qui dépassait tout le monde, et avec son sourire, forcément, je parlais plus de lui, puisque lui, en tant que, avec les emails, avec l'international, avec, là, aller au bout du monde pour vérifier, etc., etc. Et puis, tous ces livres, là, qui partent, cette contrainte de dire, j'écris sans corriger. Par contre, je garde dans le livre, toutes les ratures, les soulignements, les rebonds, la structure. Bon, là, qu'est-ce que cette relation-là nous ouvrait dans le moment du travail à l'ordi. De toute façon, c'était juste oral, comme ça, il n'y avait pas d'enregistrement. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'en sais rien, sauf que, tu vois, c'est un bon souvenir. Et j'ai découvert comme ça que l'Oulipo, dans sa réunion mensuelle, pouvait avoir des invités. Et j'ai eu cet honneur-là. La contrainte du prisonnier est un deux secrétaires de l'Oulipo, Paul Fournel, il en parle, notre deuxième secrétaire, Marcel Benabou, qui était là aussi. La contrainte du tireur à la ligne est venue du romancier Jacques Bins, mais lui qui est décédé en 2001. Et ça, Roubaud l'intègre. Il intègre là, dans le texte, le mail d'Hervé Le Tellier, qui les informe, en les appelant chers brigadiers, du décès de Jacques Vince. Et ça aussi, c'est un moment fort de ce texte. Il y a ce titre aussi qui est génial. Alors, la réunion de juin 2001 de l'ouvroir de la littérature potentielle se tient dans l'assez immense et assez récent nouvel appartement d'Isabelle et Marcel Benabou, rue Rochechouart. C'est marrant parce que moi aussi j'habitais rue Rochechouart, au 42. C'est là que j'ai écrit Sortie d'usine, en gros. La réunion de juin 2001 de l'ouvroir de littérature potentielle se tient dans l'assez immense, assez récent nouvel appartement d'Isabelle et Marcel Benabou, rue de Rochechouart. Isabelle aime
bien changer d'appartement à des intervalles de temps que Marcel trouve très courts. Il a à peine le temps de s'habituer à son nouvel appartement, qu'il faut déménager pour emménager dans un nouvel appartement. Il n'a pas d'objection à faire au nouvel appartement choisi par Isabelle. Il est très bien, comme les précédents d'ailleurs. C'est bien là le drame. Il y a toute la place nécessaire pour les archives de l'Oulipo. Marcel prend soin des archives de l'Oulipo. Les archives de l'Oulipo sont dans l'appartement de Marcel, où il y a de la place pour elle. Mais l'appartement précédent, choisi par Isabelle, était très bien. Il y avait par exemple toute la place voulue pour les archives de l'Oulipo, comme dans celui qui l'avait précédé. L'avantage du présent appartement pour Isabelle est qu'il est près de son atelier. Plus exactement, il a été au moment où il est intervenu dans la vie des Benabou près de son atelier, comme il y a eu le nouvel atelier qui est plus près encore du nouvel appartement. Marcel comprend qu'il est plus près encore. D'ailleurs, la version numérique, au lieu de dire près, P-R-E, accent grave S, c'est écrit plus près, P-R-E, circonflexe T, et 2 fois la coquille réitérée que l'atelier d'Isabelle soit près, P-R-E, circonflexe. Alors, si vous avez bibliothèque de Warburg, de Roubaud, édition papier chez vous, j'aimerais bien que vous alliez vérifier, que vous me disiez si la coquille, si donc l'édition numérique, elle a été faite d'après des épreuves non corrigées ou pas. Tu vois, on en est là du numérique. Allez, c'est juste ça. Être un mouvement littéraire, on le voit, a des effets secondaires peu attendus. On discute. Point. Et paragraphe 38, en gras, je ne vous révélerai rien du détail de la discussion. Et il va écrire pendant 10 pages. Alors, par exemple, est-ce que l'Oulipo peut devenir... admettons que l'Oulipo s'inscrive désormais dans le jeu littéraire. Il va de soi qu'il devrait agir pour y voir sa place, toute sa place reconnue. Que faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, 1. Candidature de l'Oulipo à l'Académie française. Problème, les visites protocolaires. Faudrait-il déplacer en masse tout le groupe ou bien se répartir la tâche? Il ne serait peut-être pas indispensable que la candidature soit effective. Elle n'est sûrement pas recevable. L'annonce suffirait. Ça, c'est Roubaud. Et on continue. Je ne vais rien, la minute palindromique. Il va revenir. Alors, c'est là où il y a ce mail d'Hervé Le Tellier. Et il revient. Je ne vous dévoilerai rien. Moi, je vais finir là-dessus. Et je suis content quand même de parler un petit peu de ça, Oulipo. Il s'est passé quoi après la discussion? On est tous partis du salon et on s'est tous retrouvés dans la cuisine. Et dans la cuisine, il y avait une grande table. Et la première chose qui s'est passée, alors on m'a mis la place d'honneur. Donc Jacques, je le revois, il était devant moi, en vis-à-vis, de l'autre côté de la table. Et puis, évidemment, tous ceux que j'ai cités autour, bon, 10-12, c'est que j'avais Olivier Salon juste à côté de moi. C'est là que je me suis aperçu que même quelqu'un qui ne rit jamais, finalement, ça peut être un sacré bon chouette gars. Et ça continue. Je suis très admiratif de ce qu'ils font quand ils vont sur le terrain, là, à Bourges ou ailleurs, qui font leur stage. Et, croyez-vous, ça a été quoi, là, tout début du repas? Ils ont tous sorti un billet de 10 balles et un billet de 5 balles, et ils ont tous mis 15 balles sur la table. Et moi, je me sentais mal. En plus, j'avais même pas de liquide sur moi. On m'avait rien dit. Et puis, de toute façon, je reprenais le train là, à Austerlitz à 22h50. Ah ben non, parce que j'étais l'invité. Mais le rituel des réunions mensuelles de l'Oulipo, c'est que ça se passe là. Donc là, il parle de chez Benabou. Là, c'était chez Fournel. Le premier truc, c'est que chacun paye sa part du repas et du vin. Voilà, c'était l'Oulipo. Ça, mes amis, Jacques Roubaud, tu crois qu'il en a parlé? Des 15 balles parce que chacun paye son écho pour la bouffe collective après la réunion, une fois par mois, et moi j'étais la 492e. Non, voilà, un secret révélé de l'Oulipo. Et puis savez-vous quoi? Ils m'ont dit, toi t'as pas besoin de payer, t'es notre invité. Oh, très bien mangé. Puis ensuite, t'as les 2 heures de train pour revenir. Puis tu vois, 2013, 2024, 10 ans après, tu te dis, ça c'était un fichu bon souvenir. Puis tu revois toujours la tête au Jacques Roubaud, là, dans son fauteuil, plus haut que tous les autres, avec son bon sourire. On n'a pas dit grand-chose, mais qu'on pensait pas moins. Allez, ciao.